Si cette histoire te captive dès l'ouverture, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Ici, tu découvriras des récits réels et secrets du monde, des découvertes que personne n'ose révéler, des lieux oubliés et des mystères que la science tente encore d'expliquer. Active la cloche, car ce que tu t'apprêtes à entendre va bouleverser ta vision de la réalité. Lorsque cette équipe espagnole a posé le pied sur le sable brûlant de ce désert isolé, elle ne savait pas encore que sa vie allait basculer. La mission, au départ, n'était qu'une simple expédition géologique commandée par un institut privé de Madrid. Un projet banal, presque routinier, cartographier des anomalies magnétiques détectées par satellite dans une zone aride à plus de 300 km de toute présence humaine. Un désert silencieux, sans nom sur les cartes commerciales, balayé par des vents capables d'arracher la peau. Ils étaient 6 chercheurs, convoyés par 2 véhicules tout-terrain poussiéreux, chargés d'équipements scientifiques, de tentes renforcées et de vivres pour seulement 10 jours. Parmi eux, la chef d'équipe, Elena Navarro, une géologue réputée pour son calme inébranlable. À ses côtés, Matteo, spécialiste en minéralogie, passionné par les cristaux rares, Lucia, experte en cartographie souterraine, Carlos, logisticien et ancien militaire, Sarah, opératrice drone, et Hidalgo, caméraman indépendant engagé pour documenter la mission. Dès la première nuit, quelque chose d'étrange se produisit. Le sol vibrait. Une pulsation sourde, à peine perceptible, comme si le sable respirait. Matteo fut le premier à le remarquer en plaçant son oreille au sol, intrigué. Il aurait pu croire à une illusion sonore, mais la vibration revenait, rythmée, presque vivante. Au matin, Sarah fit décoller le drone pour une reconnaissance. Les images montrèrent un relief anormal, un cercle parfait de roches sombres à moitié ensevelies, formant comme une cicatrice dans le désert. Un anneau d'environ 50 mètres de diamètre. Trop géométrique pour être naturel. Ils marchèrent jusqu'au site sous un soleil implacable. L'air ondulait, la chaleur déformait la vision. À l'intérieur du cercle, le sable était plus froid, inexplicablement. Elena s'accroupit et écarta une couche de sable. Le sol était vitrifié, comme si une chaleur extrême l'avait transformé en une surface de verre noir. Matteo murmura, fasciné, « Ce n'est pas naturel. C'est comme si un éclair avait frappé ici pendant des années. » Carlos frappa la surface avec une barre métallique. Un son creux répondit. Sous cette croûte vitreuse, il y avait quelque chose. Ils installèrent immédiatement un dispositif de forage portatif. Après 2 heures, un éclat de lumière presque aveuglant jaillit du trou. Matteo recula, stupéfait. Ce qu'ils déterrèrent n'était pas une roche ordinaire. C'était un cristal. D'une pureté irréelle, d'un bleu intense, irradiant une lueur interne qui semblait se déplacer comme un liquide enfermé. Matteo n'avait jamais rien vu de tel. Ni dans les musées, ni dans les laboratoires spécialisés. Ce cristal, il est vivant, laissa-t-il échapper sans réfléchir. La nuit tomba et, à la lumière de leurs lampes, les cristaux reflétaient des éclats azurés sur le désert noirci, comme un ciel étoilé inversé. Personne n'arrivait à dormir. Même Carlos, pourtant rationnel, se sentit observé. Comme si ces cristaux avaient conscience de leur présence. Mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer. Elena fut réveillée en sursaut par un éclat bleu vif qui traversa la toile de sa tente. Elle sortit précipitamment. Au centre du campement, le cristal qu'ils avaient extrait ne brillait plus faiblement comme avant, il pulsait. Une onde lumineuse se propageait dans le sable autour de lui, comme si le sol réagissait, répondait, respirait à son rythme. Matteo, déjà agenouillé devant l'objet, observait la scène avec des yeux agrandis par la fascination et la peur. « Tu as vu ça ? Il communique, j'en suis certain, murmura-t-il. Lucia arriva avec son équipement de mesures électromagnétiques. L'aiguille de l'appareil s'affola immédiatement, dépassant les limites prévues, grésillant comme si une tempête solaire miniature s'était déclenchée. Il émet un chant, et il augmente, dit-elle, incrédule. Sarah, qui scrutait le ciel avec des jumelles nocturnes, remarqua quelque chose encore plus étrange. Plus il restait près du cristal, plus les étoiles au-dessus semblaient vibrer légèrement, comme déformées par une chaleur invisible. On dirait que « le ciel bouge », chuchota-t-elle, hésitant à croire ses propres mots. Au petit matin, ils continuèrent à creuser autour du point où ils avaient trouvé le premier cristal, persuadés qu'il ne s'agissait que de la surface d'un gisement beaucoup plus vaste. Très vite, leurs outils heurtèrent une structure enterrée. Elena, couverte de poussière, écarta une plaque de sable. Un escalier, taillé dans une pierre sombre, descendait profondément sous terre. Aucun d'eux n'osa parler pendant plusieurs secondes. Cet escalier n'avait rien d'un phénomène naturel. Il était ancien, parfaitement formé, et orienté vers le cœur du désert. Carlos fronça les sourcils. Ce n'était pas dans notre contrat. On devait collecter des données, pas ouvrir des ruines.
Mais personne ne l'écoutait. L'appel du secret l'emportait déjà. Ils allumèrent leur lampe frontale et s'engagèrent prudemment dans l'escalier. L'air devint immédiatement plus frais, plus dense, comme s'ils pénétraient dans un autre monde. Le silence était total. Pas même l'écho de leurs pas ne semblait s'y refléter. Après environ 20 mètres, le passage déboucha dans une vaste cavité souterraine. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Un réseau de galeries se déployait sous leurs pieds, illuminé par des cristaux incrustés dans les parois, émettant une lumière douce, bleutée, suffisante pour que leurs lampes deviennent inutiles. Les cristaux formaient des veines, comme celles d'un organisme gigantesque. Certains pulsaient, d'autres semblaient s'éteindre puis se rallumer, comme au rythme d'un souffle. Matteo s'approcha d'une paroi et posa sa main dessus. On dirait un système, vivant, énergétique, intelligent, murmura-t-il. Au centre de la cavité, une ouverture circulaire menait à un puits vertical qui s'enfonçait encore plus profondément. Le sol autour était gravé de symboles géométriques complexes. Des triangles imbriqués, des spirales, des lignes se croisant à angle fixe. Lucia prit des photos, mais l'appareil se mit à dysfonctionner, comme brouillé par une force invisible. On ne peut pas être les premiers humains à découvrir ça. Ce lieu a été construit, dit Elena d'une voix basse, presque sacrée. Mais par qui? Et pourquoi dans un désert oublié, sous des mètres de sable? Plus ils observaient, plus un sentiment les envahissait. Quelque chose, ici, n'était pas mort. Ce réseau de cristaux semblait éveillé par leur présence. Un souffle résonna soudain au fond du puits, comme un soupir venu des entrailles de la terre. Les lampes se mirent à trembler. Le sol vibra, cette fois plus intensément. Pas une illusion. Une alerte. On remonte. Maintenant, ordonna Elena avec autorité. Mais au moment de gravir les premières marches, un détail glaça leurs veines. L'escalier derrière eux n'était plus éclairé du tout. Les cristaux sur les murs avaient cessé d'émettre leur lumière à mesure qu'ils s'éloignaient du cœur de la grotte, comme s'ils tentaient de les retenir. Carlos accéléra, presque en courant jusqu'à la sortie, serrant son couteau comme si cela pouvait servir à quelque chose contre l'inconnu. Lorsqu'ils émergèrent enfin à la surface, le soleil brûlant du désert n'eût jamais été aussi rassurant. Mais un problème majeur les attendait, leur cristal, laissé au camp, n'était plus là. À sa place, un cratère parfaitement circulaire, enfoncé de plusieurs centimètres, comme si le sable avait fondu puis s'était évaporé. Autour, des traces pas humaines, pas animales, des lignes, des sillons, comme si quelque chose s'était traîné hors du campement. Matteo ressentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Quelque chose était sorti, ou quelqu'un. Le vent se leva soudainement, fouettant leur visage, soulevant des vagues de sable qui effaçaient déjà les traces autour du cratère. Comme si le désert refusait que la preuve reste visible. Sarah filma rapidement ce qu'il en restait, mais son drone, pourtant chargé la veille, indiquait une batterie vide. Elena lança un regard circulaire, respirant difficilement. Le camp semblait identique, mais l'air avait changé. Plus lourd. Électrique. On ne se sépare plus. Quoi qu'il arrive, on reste groupés, dit-elle. Ils rassemblèrent leurs affaires dans un silence nerveux. Il leur fallait analyser les données, sauvegarder les images, comprendre ce qu'ils avaient vu sous terre. Lucia transférait les fichiers sur plusieurs disques, mais certains segments vidéo de la grotte étaient corrompus, remplacés par un écran bleu avec des interférences, de la même teinte que les cristaux. À la tombée du jour, ils décidèrent de monter un périmètre de sécurité. Carlos plaça des capteurs de mouvement autour du camp, reliant le tout à une alarme sonore. La nuit tomba brutalement, comme si une obscurité sans transition avait englouti le désert. Aucun d'eux ne trouva le sommeil. Les bruits du vent ressemblaient parfois à des voix, des murmures lointains. Peu après minuit, l'une des alarmes se déclencha. Un signal strident. Tous bondirent hors des tentes. Carlos pointa sa lampe vers le capteur déclenché. Il n'y avait rien. Aucun animal, aucune empreinte visible. Il allait réinitialiser le dispositif lorsque le deuxième capteur, puis le troisième se mirent à hurler à l'opposé du camp. Quelque chose tournait autour d'eux. Invisible. Sarah, tremblante, scrutait l'obscurité avec une caméra infrarouge. Sur l'écran, un point lumineux apparut, se déplaçant lentement. Une forme floue, irrégulière, pulsante. Pas une silhouette, pas une masse définie. Une énergie. Comme si un fragment de lumière consciente cherchait à s'approcher. Ne bougez pas, ordonna Elena. Mais le point lumineux s'arrêta soudainement, juste derrière Matteo. Un frisson glacé traversa le camp. Matteo sentit un souffle sur sa nuque, un courant d'air contraire au vent du désert. Il se retourna d'un coup. Rien. Pourtant, tous avaient vu la forme se coller à lui sur l'écran quelques secondes auparavant. Le reste de la nuit fut interminable.
À l'aube, aucun phénomène ne se manifesta. Mais Matteo paraissait différent. Ses yeux, habituellement brillants de passion scientifique, semblaient maintenant habités par une obsession silencieuse. Il fixait l'horizon, perdu, comme s'il entendait un appel que les autres ne percevaient pas. « Matteo, ça va » demanda Sarah. Il mit quelques secondes à répondre, comme s'il revenait d'un endroit lointain. « Il nous faut retourner là-dessous. » Personne ne protesta, bien que la peur les rongeait tous. Une force invisible semblait les attirer vers cette cavité sous le désert. Comme si une promesse ou une menace les attendait au cœur de ces galeries cristallines. Ils reprirent l'escalier, cette fois mieux équipés, harnais, cordes, plus de lumière, des radios. Le puits vertical n'était plus seulement un mystère. Il devenait une obsession collective. En atteignant la cavité, ils remarquèrent immédiatement un changement. Les cristaux luisaient bien plus fort que la veille. Comme si la nuit les avait nourris. Certaines veines cristallines se ramifiaient maintenant sur le sol, générant des motifs nouveaux, se rapprochant des symboles gravés. Lucia approcha son scanner laser des parois. Les chiffres la figèrent. Les cristaux ont grandi. En moins de 24 heures. Ils se développent comme un organisme. L'idée était absurde, mais devant leurs yeux, les parois palpitaient presque. Des micro-fissures s'ouvraient, laissant apparaître un liquide luminescent qui s'écoulait lentement, se solidifiant aussitôt en nouveaux cristaux. Carlos serra la mâchoire. Ce n'est pas une mine. C'est un nid. Matteo s'agenouilla au bord du puits central et ferma les yeux. Il posa ses mains contre la pierre qui vibrait légèrement. Et il parla pas à ses collègues, mais au vide. Nous sommes revenus. Montrez-nous. Une seconde plus tard, une lumière bleue monta du fond du puits, comme une colonne vivante, tourbillonnante, presque liquide. Elle s'éleva, lentement, en silence, jusque devant eux, s'arrêtant à hauteur de leur visage. Tous reculèrent, sauf Matteo, hypnotisé. La lumière se fragmenta, formant des milliers de particules flottantes, qui dessinèrent dans l'air une structure géométrique tridimensionnelle. Un message. Non pas écrit, mais transmis directement à l'esprit. Dans leur tête, une image s'imposa. Un souvenir d'un temps qui n'était pas le leur. Une civilisation inconnue, dans un désert autrefois fertile, exploitant une énergie puisée dans ses cristaux. Une énergie vivante, consciente. Une énergie qui avait fini par se libérer. La vision disparut. Le silence retomba. Matteo tremblait. Ce ne sont pas des cristaux. C'est une forme d'intelligence ancienne. Carlos attrapa Matteo par le col pour le ramener en arrière, rompant son état de transe. Les particules lumineuses se dissipèrent aussitôt, retombant dans le puits comme des braises aspirées par un souffle profond. L'air redevint lourd, oppressant, chargé d'une tension presque électrique. Elena tenta de reprendre le contrôle de la situation, même si sa voix trahissait un léger tremblement. On remonte. On analyse d'abord ce qu'on vient de voir. On n'est pas préparé pour ça. Mais Matteo secoua la tête. Si nous remontons maintenant, nous perdrons le contact. Il faut comprendre. Ils ont essayé de nous montrer quelque chose. Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement. Tu n'en sais rien, répondit Carlos sèchement. Tout ce que je vois, c'est que quelque chose essaie de pénétrer dans nos têtes. Lucia, encore sous le choc de la vision, ajouta à voix basse. Une civilisation disparue, qui contrôlait ces cristaux, et qui a été détruite par eux. Cette hypothèse glaciale resta suspendue dans l'air. Soudain, un grondement sourd se fit entendre, plus profond que la veille. Les cristaux dans les parois changèrent de couleur, passant du bleu au violet, puis brièvement au rouge, comme un code d'alerte. Le sol vibra sous leurs pieds. La colonne de lumière remonta à nouveau, mais cette fois plus brusquement, comme aspirée par une force extérieure. Puis, le silence. Un silence si absolu qu'ils entendirent leur propre battement de cœur. Sarah, paniquée, fit demi-tour vers l'escalier. On s'en va. Maintenant. Personne ne discuta. Ils fuirent la cavité, remontant les marches 4 par 4. Mais lorsqu'ils atteignirent enfin la sortie, quelque chose n'allait pas. Le ciel n'était plus bleu. Un voile iridescent couvrant l'horizon ondulait comme une aurore boréale inversée. Le désert scintillait sous une lumière irréelle, filtrée, presque artificielle. Les dunes semblaient vibrer d'un éclat interne, comme si le sable lui-même était contaminé par l'énergie cristalline. Ça n'existait pas il y a 2 heures, murmura Sarah. Carlos plissa les yeux. L'air semblait rempli de particules minuscules, presque invisibles, qui flottaient comme des spores lumineuses. Ils coururent au camp. Les tentes étaient intactes, mais toute la technologie semblait morte. Radio muette, lampe figée, caméra figée sur un écran bleu cristallisé.
Le générateur portable émettait un bourdonnement étrange, comme si une fréquence inconnue l'avait parasité. Alors, un cri. Un cri humain. Hidalgo! Hurla Elena. Ils suivirent la voix qui provenait de l'arrière du campement, près d'une dune partiellement effondrée. Hidalgo gisait au sol, le regard perdu, respirant difficilement. Ses doigts étaient crispés autour de sa caméra, comme s'il avait tenté de filmer quelque chose avant de tomber. Matteo s'agenouilla près de lui. « Qu'est-ce que tu as vu ?» La réponse fut un souffle à peine audible. Il est sorti du sable. Les pupilles d'Hidalgo étaient dilatées, reflétant un voile bleuté. Autour de lui, le sable formait des motifs circulaires, comme si quelque chose avait tourné autour de son corps avant de disparaître sous la surface. Elena voulut le relever, mais au moment de toucher son bras, elle sentit un picotement violent, comme une décharge électrique. Elle retira sa main aussitôt. Le corps d'Hidalgo vibrait d'une énergie résiduelle. Matteo approcha sa paume sans le toucher. Une fine étincelle bleue jaillit vers sa main. Il inspira fortement. Le cristal est entré en lui. Carlos dégaina instinctivement sa lame. Si quelque chose l'a possédé, on ne peut pas le garder au camp. Elena le fusilla du regard. On ne touche pas à un membre de l'équipe. Jamais. Mais au fond d'elle, un doute la rongeait déjà. Hidalgo était-il encore humain? En relevant les yeux, elle remarqua un détail terrifiant. À environ 30 mètres, au sommet d'une dune, se tenait une silhouette. Immobile. Humanoïde, mais translucide. Son corps semblait composé de cristal pur, réfractant la lumière à chaque mouvement infime. Aucune bouche, aucun visage. La silhouette tourna lentement la tête vers eux. Matteo murmura, paralysé. Ils sont revenus. Carlos arma spontanément son bras pour protéger le groupe, mais Elena l'arrêta d'un geste. La silhouette au sommet de la dune ne bougeait pas. Elle semblait les observer, ou les analyser. Le vent faisait vibrer sa surface, générant de brefs éclats multicolores, comme si la lumière traversait un prisme vivant. « Ne faites aucun mouvement brusque, » murmura Elena. La silhouette leva un bras. Non pas pour attaquer, mais pour montrer quelque chose. Sa main cristalline pointait le sol, juste devant eux. Le sable se mit à se creuser lentement, comme sculpté par une force invisible, jusqu'à former un symbole identique à ceux gravés autour du puits souterrain. 3 triangles imbriqués, encerclés par une spirale. Matteo s'avança d'un pas, fasciné. C'est un message. C'est le même symbole que... Une vibration brutale coupa sa phrase. Le sol se déchira à quelques mètres d'eux. Une fissure s'ouvrit, libérant un souffle brûlant et azuré, comme si une énergie interne cherchait à percer la surface. Sarah recula en hurlant, tirant Hidalgo plus loin. Le sable se souleva en colonne, tourbillonnant comme une tempête miniature, puis retomba d'un coup. La silhouette ne se trouvait plus au sommet de la dune. Elle était maintenant à 5 mètres d'eux. Aucun d'eux n'avait vu le déplacement. Elle était simplement passée d'un point à un autre. Sans mouvement. Sans transition. Comme si l'espace autour d'elle s'était plié. Carlos fit un pas devant sa chef, l'âme tendue. « Restez derrière moi. » La silhouette s'inclina légèrement, un geste presque respectueux. Puis elle baissa son bras, plaça sa main sur sa propre poitrine cristalline et laissa apparaître, brièvement, une lumière bleue en son centre, la même pulsation que le cristal qu'ils avaient déterré. Matteo comprit. Elle montre son cœur, son noyau énergétique. Elle dit qu'elle est comme le cristal. Que ce n'est pas une arme. C'est son essence. Soudain, la silhouette tourna son visage vers Hidalgo. Une vibration parcourut son corps, comme une onde s'accordant. Hidalgo se mit à convulser légèrement, le souffle saccadé. Les veines de son cou se teintèrent d'un bleu étincelant, se répandant vers son visage comme des racines lumineuses. Elena se précipita vers lui, mais une barrière invisible la repoussa. Un champ électromagnétique, palpable, l'empêchait de franchir le cercle que la silhouette avait tracé dans le sable. Hidalgo ouvrit brusquement la bouche, et une voix en sortit, mais ce n'était pas la sienne. Une voix multiple, résonante, comme si plusieurs entités parlaient simultanément à travers lui. Ce qui a été scellé se réveille. Le vent s'arrêta net. L'air devint immobile. « Qui êtes-vous » cria Elena, la gorge serrée. Le regard vitreux d'Hidalgo se tourna vers elle. « Gardien du noyau. Ceux qui ont échoué. » La silhouette cristalline recula de quelques pas, comme pour offrir une distance sacrée, et le sable autour d'eux se remit à bouger. Une forme sphérique émergea, un cristal pur, similaire à celui qu'ils avaient trouvé, mais plus structuré, plus complexe. Il lévitait légèrement au-dessus du sol, vibrant d'une intensité croissante. Lucia, en larmes, ne pouvait détacher les yeux de la scène. « C'est
Un générateur. Un cœur énergétique, un cœur vivant. Le cristal se stabilisa, puis projeta une image dans l'air. Un désert, verdoyant, traversé de rivières, parsemé de constructions géométriques. Une civilisation florissante, utilisant des cristaux comme source d'énergie. Mais les images s'accélérèrent. L'énergie devint instable. Les cristaux s'enflammaient de l'intérieur. Puis une explosion bleue consuma tout, laissant derrière elle un désert brûlé, le désert où il se trouvait. L'image disparut. Hidalgo, ou ce qui parlait à travers lui, ajouta dans un dernier souffle. Vous creusez, là où nous avons enterré notre propre chute. Puis son corps s'effondra, inerte. Les veines bleues s'éteignirent, laissant sa peau pâle, marquée, vidée. La silhouette cristalline les observa une dernière fois. Puis son corps se fragmenta en milliers de particules lumineuses, qui s'élevèrent dans le vent et se fondirent dans l'air irisé du désert, comme si elles n'avaient jamais existé. Personne ne bougea. L'équipe était figée, hébétée, secouée par l'ampleur de ce qu'elle venait de comprendre. Le désert avait été condamné jadis, par ceux qui avaient dompté la puissance des cristaux. Et eux venaient de réveiller ce qui devait rester enfoui. Le silence qui suivit semblait irréel, presque oppressant. On n'entendait plus le vent, plus un seul grain de sable glisser. Même le désert retenait son souffle. Helena posa 2 doigts sur le cou d'Hidalgo. Un pouls faible, mais présent. Vivant, mais vidé, comme si une partie de lui avait été arrachée. « On doit partir », dit-elle d'une voix brisée. « Maintenant !» Ils emballèrent le strict nécessaire et chargèrent Hidalgo sur l'un des sièges arrière du premier 4x4. Carlos tenta de démarrer le moteur. Rien. Pas un bruit, pas une vibration. Les voyants s'allumaient, mais les circuits semblaient brouillés. Le deuxième véhicule ne répondit pas mieux. Comme si une interférence invisible parasitait tout. À pied. Direction nord, murmura Helena. On rejoindra la station de ravitaillement, même si ça doit nous prendre 2 jours. Matteo fixait l'horizon iridescent, hypnotisé. Le désert semblait respirer, onduler. Les particules lumineuses flottaient encore, comme des spores cherchant un nouvel hôte. Il avait l'impression qu'elle les suivait du regard. Ils marchèrent plusieurs heures sous une chaleur écrasante. Les dunes avaient changé de forme. Sarah vérifiait constamment leur direction avec une boussole, mais l'aiguille tournait en boucle, incapable de se fixer. À mesure qu'ils avançaient, les cristaux prenaient place dans le paysage. Par endroits, de petites pointes bleues émergeaient du sable, comme si quelque chose grandissait sous leurs pas. Le désert se transforme, souffla Lucia, effrayée. Vers la fin de l'après-midi, ils aperçurent une structure floue au loin. Un bâtiment. Enfin un signe d'humanité. Ils accélérèrent le pas, poussés par l'épuisement et la soif. Mais en se rapprochant, leurs visages se décomposèrent. Ce n'était pas un bâtiment. C'était un camp. Un ancien camp d'expédition, abandonné depuis longtemps. Les tentes étaient éventrées, les panneaux solaires brisés, les équipements rongés par le sable. Pourtant, la disposition des objets, les traces d'échantillons, les containers, tout ressemblait étrangement à leur propre campement. Comme un reflet du leur, mais datant de plusieurs années. Carlos inspecta les restes d'un drone au sol. Même modèle, même marque, identique à celui de Sarah. C'est impossible, dit-il, glacé. On utilise ce modèle depuis à peine 2 ans. Sarah ramassa un carnet à moitié enseveli. La couverture était encore lisible. Un nom y était écrit. Docteur Helena Navarro. Le sang d'Helena se figea. Elle ouvrit le carnet d'une main tremblante. L'écriture à l'intérieur était la sienne. Même signature. Même style. Les premières pages décrivaient le trajet, l'équipe, les objectifs scientifiques, exactement comme avant leur départ. Puis un passage, griffonné en panique. Nous avons ouvert ce qui ne devait jamais être ouvert. Les cristaux sont conscients. Ils se propagent. Ils imitent. Le désert n'est plus du désert. C'est un organisme. Et il nous absorbe. Si quelqu'un trouve ces notes, repartez. N'explorez pas. Ne touchez pas aux cristaux. Ne restez pas. Helena sentit son cœur se serrer. Matteo s'empara du carnet et tourna les pages jusqu'à la dernière, tachée de bleu. Nous avons compris trop tard. Le cristal ne communique pas. Il copie. Il apprend. Et ensuite, il remplace. Un souffle, comme un murmure porté par le vent, parcourut le camp abandonné. Lucia recula d'un pas. Et si, ce camp n'est pas le passé, mais notre futur? Une ombre passa sur leur droite. Carlos dégaina immédiatement, prêt à frapper. Une silhouette se tenait derrière une toile de tente déchirée. Pas cristalline. Humaine.
Une femme, maigre, le visage brûlé par le soleil, les yeux cernés d'un bleu inquiétant. Elle porta un doigt à ses lèvres, leur intimant le silence. S'ils vous entendent, ils viennent, souffla-t-elle. Helena s'avança lentement. Qui êtes-vous? La femme la fixa, et son expression se contracta comme si elle reconnaissait un reflet. Je suis, toi. Le cœur d'Helena rata un battement. La femme tendit le carnet qu'il tenait déjà. J'ai écrit ça. J'ai survécu. Les autres, non. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà été copié. Le désert a commencé. Il vous laisse fuir pour mieux vous traquer ensuite. Il apprend vos décisions, pour les prévoir. Carlos la saisit par les épaules. Comment on arrête ça? Elle sourit d'un sourire triste, fracturé. On ne l'arrête pas. On ne le combat pas. On ne creuse pas, on détruit. Elle sortit un petit dispositif métallique accroché à sa ceinture. Un détonateur artisanal. Autour, enterré dans le sable, on distinguait des notes techniques, des schémas, des préparations explosives. Le cœur, le noyau, doit être réduit en cendres. Sinon, tout le continent deviendra comme nous. Matteo secoua la tête. Vous parlez de détruire une forme d'intelligence ancienne, une mémoire. La femme, la version usée d'Helena, planta son regard dans celui de Matteo. Une mémoire qui cherche à remplacer les vivants. Pas à communiquer. Pas à partager. À prendre forme, à se multiplier. Tu crois qu'elle te parle? Elle t'imite. Elle te lit. Elle te copie de l'intérieur. Matteo recula, horrifié. Sa main tremblait. Sous sa peau, une lueur bleutée parcourut sa veine. Non, non, je. Helena saisit le bras de Matteo. Il était brûlant. Vibrant. Contaminé. La femme usée ajouta, d'une voix presque éteinte. Il n'y a jamais eu. Il n'y a que le cristal, et les corps qui l'empruntent. Derrière eux, une fissure dans le sable s'ouvrit, lentement. Quelque chose remontait du sol. Les heures suivantes plongèrent l'équipe dans une tension presque suffocante. Après avoir découvert l'ouverture du tunnel, ils décidèrent de descendre prudemment. Carlos fixa les cordes, testa la stabilité plusieurs fois, puis fut le premier à se laisser glisser dans la cavité obscure. Son casque éclairait un couloir étroit, lisse, presque poli, comme façonné par des mains expertes, ou par quelque chose d'encore plus précis. Sol ferme. Vous pouvez descendre, transmis-il par radio. L'un après l'autre, ils s'engouffrèrent dans les entrailles du désert. Ce qu'ils découvrirent une dizaine de mètres plus bas leur coupa le souffle. Le couloir débouchait sur une vaste salle souterraine, entièrement tapissée de cristaux semblables à celui qu'ils avaient trouvé en surface, mais bien plus imposants. Certains atteignaient la taille d'un homme, formant une forêt minérale bleutée, scintillant d'une lumière interne douce et pulsée, comme un champ de lucioles figé dans le temps. Matteo n'osait plus parler. Il tournait sur lui-même, son regard reflétant la lumière bleue hypnotique. Cette formation, c'est impossible. Aucun processus géologique connu ne peut produire ça. Sa voix trahissait un mélange d'admiration et de peur. Helena posa sa main sur un cristal massif. Une onde se propagea à travers sa surface, comme si le minéral avait réagi à son contact. Elle retira brusquement sa main. Vous avez vu ça? Ce mouvement? Lucia avait déjà sorti son scanner. L'écran affichait un schéma incompréhensible. Il y a de l'énergie. Ces cristaux conduisent quelque chose, comme un courant. Et pas un courant électrique normal. La fréquence est variable. Ils avancèrent plus profondément dans la salle, émerveillés et désorientés. Hidalgo filmait tout, ses mains tremblantes. Il chuchota pour la caméra, ce n'est pas une grotte. C'est une construction. Comme une ancienne mine, mais pas humaine. À mesure qu'ils progressaient, ils remarquèrent des marques sur certaines surfaces cristallines, des lignes, des symboles, des motifs circulaires, presque runiques. Sarah zooma à travers son objectif. Ça ressemble à une forme d'écriture. Aucun alphabet humain que je connaisse. Plus loin, le tunnel s'élargissait à nouveau, menant cette fois à une chambre encore plus vaste. Au centre, un piédestal de roche noire supportait un cristal d'une taille exceptionnelle. Il mesurait presque 3 mètres, d'un bleu plus profond que les autres, vibrant d'une intensité quasi organique. Il émettait un bourdonnement grave, régulier, comme un cœur. Matteo s'en approcha, fasciné, incapable de résister à l'envie de le toucher. On devrait prélever un échantillon, juste un fragment, murmura-t-il.